Berlin'in üzerinde melekler. Der Himmel über Berlin. Un film de Wim Wenders. Alors, comme beaucoup de gens, j'ai beaucoup aimé cette idée d'ange, effectivement, ange de Benjamin, de Berlin, et Janus, qui a deux visages, l'un regarde au passé et l'autre regarde vers l'avenir. Une grande invention et qui inspire le cinéma, bien sûr. Et être ange interprété dans ce film de Wim Wenders, une certaine présence incongrue qui témoigne à la condition humaine, qui assiste, qui est présent, la chose impossible pour nous d'être là où il faut, contrairement au film américain qui traite le sujet de omniprésence d'une manière complètement naïve. Effectivement, immense sujet d'être présent à quelqu'un, suivre quelqu'un, l'humain mortel, c'est leur figure d'ange dans la théologie classique, en géologie. J'ai beaucoup aimé, je me rappelle d'un acteur américain qui était très connu avec la série télévisée Columbo. Alors lui, il était dans le rôle de l'ange, si je me rappelle bien. Quelqu'un incongru peut devenir présent partout pour les gens très différents. Donc, protecteur ou pas. Moi, je suis là devant une figure d'ange, une figure angélique. Et voilà, je l'accompagne, une sorte d'acolyte, un acolyton grec qui avait un autre sens, bien sûr, de l'angélologie chrétien, monothéiste, qui vient d'une autre source. Effectivement, un beau sujet à discuter, généalogie de l'angéologie Moyen-Orient, byzantin, qui vient de Sumer, Babel. Il faut le dater, cette image de présence individuelle, accompagnement, et l'autre, dans la cité grecque, dans notre tradition et culture grecque, en acolyton, accompagnement. C'est pas du tout apparemment angélique, mais Hermès, figure d'Hermès, communicatif, qui joue un rôle entre le mortel et l'immortel. Il y a des demi-dieux comme ça chez les Grecs, fonction comme messager, communicateur, et Hermès surtout un dieu de communication, n'est-ce pas? Quel est l'équivalent? Voilà, dans l'angéologie coranique, disons, c'est Hızır, Hermès, Hızır, donc il y a une ressemblance phonologique aussi, mais effectivement, figure de Hızır, seule figure magique dans le Coran, c'est interprété comme quelqu'un qui a des puissances surhumaines, et donc pour l'humain ça peut être interprété comme diabolique, en tout cas impénétrable, la raison de ses actions. Et il y a une scène, anecdote de rencontre de Hızır avec Moïse, coranique. Et Moïse veut accompagner, veut être acolyton de Hızır pendant le voyage, pendant le trajet, mais Hızır ou Hermès, peut-être Héphaïstos, refuse ou lui avertit en disant que tu ne peux pas me supporter.
je ne te ferai pas du mal, mais ce que je dois faire, tu ne peux pas me supporter, tu ne comprendras pas. Donc c'est une stade, entre guillemets, religieux au sens qui est gardien et qui dépasse l'éthique humaine. Donc, une suprême niveau surhumain, pour les humains, c'est inhumain, c'est-à-dire insupportable et maléfique, en tout cas éthiquement inacceptable, odieux, voilà le mot exact. Mais Moïse doit apprendre la causalité suprême de ces actes qui sont effectivement abominables. Il n'y en a que 3 cités en Coran. Et tout soufisme se base sur cette action-là. Et d'abord, ça commence peut-être avec destruction ou renouvellement de murs anciens on explique qui devrait, ce mur devrait s'écrouler et écraser quelqu'un. Donc, on détruit un mur. Mais quel genre de mur? Ce n'est qu'une explication phénoménale. Mais quel genre de mur on détruit et quel est le danger qui représente une destruction du mur au moment où on ne voulait pas? C'est ça. Beaucoup d'interprétations. Et meurtre. Il y a un meurtre d'un enfant. Et on explique que quand ce serait grandi, il serait quelqu'un abominable envers d'abord ses parents et ensuite contre l'humanité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une troisième. Oui. Donc il y a des anecdotes comme ça pendant le voyage que Moïse, il devient au point de détester son accompagnateur. Mais il faut comprendre, mais comment? On n'a pas moyen. Seulement l'éternité peut en juger, c'est ça. Mais que faire? Qu'y a-t-il donc Hermès Héphaïstos, alors il était prétendant d'Aphrodite, mais au même titre que Hermès, qui est un bon garçon, et bon éducateur, bon communicateur, il est bon en communication avec la femme, mais Héphaïstos, il est mal parti. Héphaïstos, c'est une figure de déité chez les Grecs qui aura dû, après cette scène de séduction ratée de Aphrodite, il se retourne des femmes et il se consacre à des affaires chimiques, alchimie. Il apprend des sciences secrètes. Selon la légende, il fait un voyage initiatique à l'Égypte. Il apprend des sciences occultes. Là, il revient parce qu'il est chassé par le conseil divin d'Olympos, il est chassé des divinités d'Olympos, et il y a une scène qui fait son retour avec plein de sciences secrètes occultes et métallurgie, alchimie, sulfure, et ça change. Donc, la Grèce pastorale, Aphrodite, Vénus, qui se naît, une femme qui se naît des écumes, d'un coquillage, des hommes qui sont des bons éducateurs pour les enfants, pour Eros indomptable. Voilà, c'est une Grèce idyllique, pastorale, qui prend sa fin avec cette scène de retour de Héphaïstos en Grèce, gracié par les divinités, mais pour quelle raison? Parce qu'il a encore des choses à apporter à la Grèce, mais des choses étranges, pharmacones, poissonneuses, une autre stade de civilisation et qui ferme stade pastoral.
Et ça tourne autour d'Aphrodite. La scène primitive pour séduire Aphrodite, Hermès avait offert des perles, des bijoux précieux à Aphrodite, Héphaïstos, et donc c'est pas réussi, c'est pas marché. Apparemment, peut-être que Aphrodite a accepté les cadeaux, les dons, et il a refusé l'homme. Mais avec Hermès, Aphrodite accepte beaucoup de choses parce que Hermès s'occupe des enfants plutôt que la femme, selon la représentation. Héphaïstos, lui, une fois installé en Grèce, il va avoir des apprentis, enfants, bons garçons, travailleurs sous ses ordres dans cette aire brumeuse de sulfure, donc l'intérieur toxique, et figure extérieure c'est presque absolue, illogique, Eros, accompagné de Hermès et d'Aphrodite, visiterait ces cavernes sulfureuses de Héphaïstos, une nouvelle métallurgie. Donc, Grèce pastorale visite de temps en temps les cavernes obscures de Héphaïstos. Et c'est ça l'industrie de Héphaïstos dans laquelle nous sommes encore. C'est ça, une autre histoire de caverne qui n'est pas platonicien. Donc, vérité n'est pas... Peut-être que vérité ou idée platonicienne, c'est resté pastoral justement. Comme Platon, il était à la fin de l'ère métallurgique, donc corruption, pharmacone, ruse, techné, sophistiqué techné, tout ce qui s'ensuit et qui est contre la vérité pastorale, bonne éducation des Hermétiens, que Platon, en tant que philosophe, et avec son allégorie de caverne, a été possible, parce que platonisme a subi Héphaïstos, et qu'il faut remédier. C'est pour ça qu'il est hostile à la pharmacone, bien qu'il est curieux de ce qu'il peut apporter ce pharmacone égyptien, comme l'écriture, comme métallurgie, pour le bien de la République. Mais cité est en malaise. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas trouvé de remède unilatéral, toujours des remèdes poisonneuses. On n'a pas trouvé de remède encore contre cette corpuscule virale. On essaie n'importe quoi, toutes les communications fascistes pour surveiller, prévenir les contaminés. Le pire fascisme nous attend, voilà, avec les meilleures technologies, une nouvelle fascisme qu'on ne soupçonne même pas. On est encore dans une ère sulfureuse de Héphaïstos, parce que Héphaïstos, il est refusé par Aphrodite, tout simplement. Donc l'article est publié dans une revue de théâtre, qui s'appelle Théâtre d'Argissé, je crois. Tout simplement, c'est sur Internet, on peut consulter. Mon but, ce n'est pas de résumer cet article, mais parler en général de cette réflexion sur le théâtre dans laquelle on néglige l'opéra. Non pas l'opéra en tant que tel, mais ratio essendi de l'opéra, disons philosophiquement. C'est pourquoi on a eu, à un moment donné de l'histoire, une branche d'art qui s'appelait opéra, et c'est maintenant souffrant, et même déjà un mort, peut-être immortel, et qui attend d'être ressuscité. Mais il y a des années,
dans les arts plastiques, il y avait une biennale qui continue encore dans notre ville, Istanbul, une biennale d'Istanbul, et dans l'un des glorieux, disons, occurrences de ce biennale, c'était René Bloch qui était curateur, je crois. J'ai eu le sentiment, en visitant comme toujours dans la vie, dans les lieux, dans les grands artères, dans les grands lieux, effectivement, j'ai eu un sentiment de vivre ou traverser un opéra, la ville en tant qu'opéra. Voilà. Mon idée est cristallisée à ce moment-là, ça devrait être les années 2002 ou 2005, quelque chose comme ça. René Bloch avait dispersé en plusieurs endroits les événements artistiques. Sur le pont de Galata, en traversant le pont, on avait un film. Comme c'était le commencement du mois de Ramadan, donc même les minarets en fait participaient, comme si Mahia, ce qu'on écrit en lumière, non pas néon mais en classique, des mots religieux pour commémorer le Ramadan, ne faisait pas partie officiellement de Biennale, mais la ville était tellement animée, le soir tombait, que tout genre d'activité en pleine effervescence, comme si c'était des syntaxes, des moments de scansion d'une opéra. Donc j'ai traversé une opéra, non pas seulement prévu par René Bloch, mais lui a dû sentir la ville déjà est très propice pour ce genre d'organisation. Voilà. Ce que je préconise comme opéra n'est pas un produit d'une metteur en scène unique ou une comité peut-être. Donc ce n'est pas tout à fait programmé, mais déjà programmé, une partie programmée, mais d'une telle manière programmée que la ville participera à cet événement à son insu ou en volontairement. Donc c'est ça. Il faut qu'on utilise les ressources, les potentiels d'une ville, ce qui déjà a un potentiel qui promettant. Donc l'artiste, comme toujours, comme sculpteur mort, disait qu'en fait, je fais réveiller quelque chose dans la pierre qui est endormie. Donc, tout ce qui existe dans la ville en germe, l'artiste ou curateur doit réveiller, savoir réveiller et activer ou faire participer à un grand mouvement qui est plus ou moins orienté. C'est ça, laisser les branchements libres de l'opéra. Il n'y a pas une seule œuvre d'opéra. Opus Magnum n'est pas un corpus déterminé, mais ça peut arriver que toute une séquence des événements peuvent appeler en tant qu'opéra. Tout dépend rétrospectivement ou prospectivement, un historien de l'art va en juger. Donc, il va rémunérer certains événements, y compris, comme faisait Lacoue-Labarthe dans son livre Fiction du politique, Deuxième Guerre mondiale, l'état d'Allemagne dans la Deuxième Guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, c'était les idéaux réalisés du romantisme allemand, fin de citation. Donc Goebbels, à travers Goebbels, qui n'est pas artiste, une Allemagne détruite était réalisée et c'était une œuvre d'art totale, c'est-à-dire Gesamtkunstwerk. Donc c'est un livre prodigieux, ce n'est pas appliqué à la lettre, mais qui donne des idées étranges. Ce qui est de l'art ou ce qui est hors de l'art, donc tous les événements historiques humains peuvent être considérés par un historien de l'art, par un critique ou par un philosophe comme de l'art. Donc les limites de l'art déjà, avant l'opéra, mises en
question depuis longtemps, mais on ne trouve pas des œuvres qui est à l'ombre de ces réflexions qui sont restées donc limitées. Voilà, en gros, c'est ça, il faut élaborer cette pensée. Eh bien, en même temps peut-être de cette fameuse biennale, donc 2005, j'étais en train d'écrire un grand livre littéraire qui s'appelait il devait y avoir plusieurs titres, mais voilà, une grande partie, ça concernait l'époque de mon service militaire, les correspondances qui a eu lieu, etc. Donc, Pink Soldier Story. L'autre partie, plus initiatique, encore. Donc, c'était une œuvre qui précédait Heftbench, qui est une sorte de divan d'Orient et d'Occident, comme je vous avais déjà dit. Pink Soldier Story, c'était une sorte de remise en question des pratiques, etc., militaires ou désorientation d'une militaire. Pink Soldier Story. Bon, et j'ai eu cette idée qu'en écrivant une œuvre, déjà orientation de mon œuvre et tout ce qui se passe autour de moi dans l'histoire proche faisait une sorte de contrepoint, un effet d'interactivité et qui leur se faisait toute seule en collectivité. Voilà, je corrigerai le sens de mon collectivité. C'est pas une collectivité déterminée, mais une multitude en tant que collectif. Une multitude, une éparse diversité, comment peut devenir une collectivité. C'est ça le problème. Une multitude éparse, le divers, Zweifalt, qui est toujours prête à se multiplier sans limite, tant mieux, mais qui va s'exténuer en se multipliant. Il faut qu'il devienne à un moment donné qualitativement une collectivité. C'est ça qui nous donne signe qu'une œuvre, une insurrection comme Gezi, l'événement de Gezi, un événement devient mûr et qui se produit presque tout seul avec plein de participation inattendue, etc. Ça aussi c'était un grand opéra, les événements de Gezi. Je ne connais pas dans les autres pays, je ne veux pas errer en citant les noms des autres countries, mais il y a sûrement des précédents de cet événement de Gezi dans les autres pays. Ce n'est pas unique cas, exemple. Il ne faut pas symboliser, il ne faut pas traumatiser, mais il faut prendre comme forme l'exemple pour le futur, pour les événements futurs. Si l'humanité va continuer encore. Alors, les jours de quarantaine et confinement, alors là, je suis confiné sous un toit bizarre, latéral, transversal, qui me protège de plein beaucoup de choses, je vous assure. Il suffit ce genre de truc pour me séparer du reste du monde. Et je vous avertis qu'il y a un autre paravent qui me sépare du reste du monde, au prix d'être trop proche à la climatisation, à cette sonorité qui est de mauvais goût peut-être, qui est déplaisant pour moi, ça donne un effet de moteur. Pour ne pas citer Marinetti ou Nazım Hikmet, voilà. Dizzy Bertov, pourquoi pas citer les noms, Eisenstein, qui ne connaissait pas beaucoup de musique peut-être, mais qui était un génie. Dernièrement, Newman qui fait la musique de films de Dizzy Bertov, qui était en original muet, n'est-ce pas? Voilà, tous ces gens
Peter Greenaway, pourquoi pas, il a tellement, il devrait y avoir tellement de noms qui seraient au courant d'une sorte d'art qui nous attend. Voilà, théâtre et les autres arts, donc les arts plastiques, happening, performance, il ne faut pas les isoler. Il ne faut pas jouer les arts de performance contre le théâtre, ni opéra contre le théâtre. Théâtre, je sais que c'est essentiel, peut-être plus essentiel que l'opéra, mais plus l'urbanisation, mondialisation devient étendue, l'opéra a une chance. Le théâtre, c'est essentiel. Je pense l'essence du théâtre, Darstellung, étaler là-devant, entrer là-dedans, l'art en tant que technique, poésie, non pas un domaine séparé, privé, qui serait aliéné, réservé seulement aux artistes ou à certaines durées, qui a un début et fin, mais il faut ouvrir comme œuvre ouverte, n'est-ce pas, de Umberto Eco, ouvrir et laisser chance à l'histoire, à ce qui vient, à l'événement. Tout ça, c'est encore de l'autre généralité peut-être, mais quand il s'agit que faire, alors il faut postuler une collectivité qui n'existe pas comme idée, postuler comme idée une collectivité, s'engager dans ce qui n'existe pas comme communauté réelle, et essayer de faire son fragment, c'est-à-dire son œuvrement, et qui va participer un jour à ces grandes lignes pour formaliser quelque chose, c'est ça. Ne pas avoir peur de l'éclecticisme ou de pêle-mêle de symboles anachroniques, pas du tout. Il ne faut pas chercher une cohérence dans l'unité de personnes, unité d'événements, unité de lieux, unité du temps. Il faut jeter toutes ces idées de poétique d'Aristote, depuis longtemps mises en question. Et il faut être plus fidèle à Nietzsche, qui justement disait qu'en fait, l'homme moderne, il est tolérant, etc., pour ne pas dire, pour ne pas avoir cet ennui de dire oui ou non. Alors, je suis tolérant parce que je suis indifférent, je suis un peu curieux aussi. Voilà, psychologie de l'homme moderne, à la fois promettant, à la fois c'est très nihiliste. Et en ce qui nous concerne, effectivement, faire son fragment comme œuvrement, qui va avoir un sens qui nous dépassera dans une collectivité comme opéra, qu'un critique d'art va en juger plus tard, rétrospectivement, après nous, donc comme période, époque, etc. Ça, c'est très intéressant. Ne pas forcément fonder des collectivités, des groupes, des mouvements artistiques. C'est possible, ça existe au 19e siècle, même ça existe maintenant, mais c'est pas très commode ni à la mode, parce que c'est envahi par un circuit économique, financier, des trucs comme ça. Donc il faut toujours se méfier aussi des ensembles politiques, idéologiques, mais il faut être ouvert à eux aussi. Et d'abord, il faut connaître l'art, l'histoire de l'art, commencement et ses développements, bien sûr. Réécrire l'histoire de l'art à travers Habit, Warburg, pourquoi pas. Voilà. Alors, essayer d'être en interactivité de parole ou de ce qui est discursif, les arts discursifs, les arts d'image, visibles et énonçables, comme effigie exergue. Essayer d'être sensible à cette traductibilité. Il faut montrer l'exemple de Walter Benjamin en ce qui concerne la traduction d'une culture à une autre. Essayer d'entrer dans le concept de la chose pour le traducteur,
ou pour interpréter, jamais imiter, jamais transcrire tout simplement qu'est-ce que ça veut dire cette réécriture, réélaboration. Donc, influencer, oui, d'accord, d'un artiste, mais il n'a pas imité, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il faut utiliser cette théorie de Übersetzung de Walter Benjamin, participer à un moment réinventé dans sa propre langue ou dans son ère culturelle, avec les matériaux ou événements, symboles, renvois, signes, disons, communautaires et intra-communautaires aussi. Chacun a son archive et chacun a son rapport à son archive. Ce rapport, comment il institue ce rapport à l'archive. Et donc, question d'histoire comme discipline, il faut le remettre en cause, parce qu'il y a beaucoup de maladies dans ce qu'on appelle notre impulsion intellectuelle à l'histoire. Et il faut prendre très sérieux, il ne faut pas fétichiser l'histoire. Et il faut connaître donc notre rapport, disons, thérapeutique, disons, à l'histoire. Il faut, sinon, aucune chance de l'art, aucune chance de faire des novices qui se répètent, qui répètent les générations sans avoir une conséquence ni effet. Jamais il ne faut jamais méfier à l'éducation dans le domaine de l'art. Donc il faut toujours donner chance à ceux qui sont en dehors de ce circuit d'éducation artistique. Et il faut absolument donner à tout ce qu'ils méritent à des gens qui sont à l'intérieur de certaines disciplines, ballet, musique classique, violoncelliste, pianiste. Donc, il faut les encore beaucoup plus dans leur technique et dans leur magie supporter, soutenir. Parce qu'on aura toujours besoin, pour s'inspirer tout d'abord, on ne va pas les utiliser, mais on va laisser qu'ils s'influencent de nous aussi, des avant-gardes, disons, pour se mettre à la service leur grand art, leur grande technique. Il faut qu'ils mettent en service de ce mouvement pour renouveler aussi, pour réinventer leur instrument, d'abord vocal, magnifique corps, magnifique technique de corps, dans le ballet, dans la danse. C'est ça, éclatement de théâtre. Déjà, acteur, tu commences avec l'acteur, médium. L'homme de la rue aussi est un acteur, à sa façon, dans la modernité. Voilà, on a affaire à des spectres. Et il faut garder en mémoire tout ce que Godard a fait, et Brigitte Bardot avec Godard, etc. Alain Delon avec Godard, des trucs bizarres comme ça. Ce sont des grandes expérimentations. Et moi aussi, j'aurais bien envie de travailler avec une grande acteur, actrice, etc. Et tout ça sans complexe. Il faut une étincelle pour que ça commence, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose extérieur, une extériorité qui mobilise, qui donne signe. Et peut-être que ce petit corpuscule viral, pourquoi pas, et avec ce qui nous fait subir, et avec tous ces archives des musées, des galeries qui sont ouvertes en network, apparemment, tout dépasse les petits calculs
de l'argent et de bénéfices. Mais il ne faut pas attendre des solutions magiques. Il faut que ça soit durable, parce que l'apprentissage, culturation, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de temps. C'est ça. Pour l'instant, il faut danser, boire aussi. Oui. Je crois que chez Aristote, il y a une veine très socratique, mais il y a une autre Aristote, il y a plusieurs sortes d'Aristote peut-être. Et ce que je vois chez Aristote comme pré-socratique, il aura pu rester pré-socratique pour nous, c'est-à-dire avec quelques fragments très imprégnants. Par exemple, l'un de ceux-là, l'un des plus supérieurs des fragments qui existe bel et bien, mais qui est là dans le corpus aristotélicien pour être trahi par lui-même peut-être. Mais par la force des choses, par une certaine épocalité, par cette ouverture de l'être à l'être humain, à Dasein grec, je dirais, post-platonicien. Alors, tout le monde connaît et sûrement a pensé à la signification. La phrase, le sentence aristotélicien est ceci. L'une des premières des recherches. L'être se dit de plusieurs façons. C'est poleikos qui m'intéresse. Cette pluralité, cette multiplicité, non pas éparse, bien sûr, c'est par rapport, même pas par rapport à l'être, parce que dès qu'on dit par rapport à l'être, effectivement, on entend la catégorialisation par rapport à ousia, à l'être. Voilà, mais quel être, n'est-ce pas? On considère qu'il y a deux ousia chez Aristote, selon, bien sûr, selon non pas encore point de vue, mais selon, je dirais, j'oubliais le mot exact grec, effectivement, c'est important, le mot que je vais trouver. Alors, poleikos, si je n'invente pas le mot, c'est pas une multiplicité éparse, et ça ouvre une série, un essai d'approche dans l'être, à partir de l'être, sur l'être, au-dessus de l'être, au-delà de l'être, être en tant que tel, être en tant qu'étant, cet être-ci, todeti, être qui se rassemble à une autre être, mais qui est une être à part entière, je dirais quoi, un mot allemand un peu ambigu, das Gleiche, ressemblance, analogie, voilà. On parle de l'être, on ne peut parler de l'être qu'à partir des analogies, peut-être. Effectivement, j'entends ce sujet qui me passionne toujours pour justement revoir les limites, les délimitations, les marquages de frontières entre, d'abord, c'est une distinction à la fois tardive, à la fois très précoce entre la littérature, les belles lettres, c'est-à-dire, et philosopher, mais ou ultérieurement métaphysique, un discours sur l'être, seulement être en tant qu'être, est seulement une, oui, forcément une schématisation
et qui n'arrive pas voilà, à sortir d'Hachem et en quittant les images que Platon encore citait, savait citer, ne serait-ce que ces rappels concernant le mystère de l'Eusis qui aura dit, selon ce mystère, que le cœur soma ne serait qu'une seulement, c'est-à-dire une géole, et ultérieurement, le sens qu'il prend, le sens qu'on le donne, le sens qu'il reçoit, le signe à partir duquel un cœur comme tombeau peut devenir habitable, dans lequel et en lequel on peut séjourner. C'est grave ce que je dis, mais ça montre quand même une certaine affinité, une continuité dans la problématique de dénomination, connotation et équivoque, univoque, et tout ce mouvement de catégorisation n'arrive pas ni à achever ni à abolir jusqu'à poétique qui séparait cette fois-ci les domaines à l'intérieur de ce qu'on appelle les belles lettres. Et les gens qu'on a oubliés, dit Ambrose, dit Ambry, ce que j'ai chanté il y a des années et j'avais publié il y a quelques jours qui n'intéresse bien sûr évidemment personne parce que je n'ai aucune connaissance en la musique. J'avais fait l'appel aux gens au-delà de leur spécialisation et virtuosité en musique, dans l'instrument, dans le genre musical, venir à m'aider au nom seulement de la musique, au sens cette fois-ci vraiment substantiel du terme, la musique. Musica, je crois en grec, je ne sais pas, mais ça viendrait peut-être d'une certaine mesure. Je me disais que c'était déjà hier dans mes discussions avec aussi, j'ai touché à un moment donné au fond avec cette Wörterbuch électronique, on est tombé en faisant des Übersetzung Ravelant, ce mot qui m'a frappé beaucoup, que je ne connaissais pas, Überzeugung. Alors, ça change tout dans ce que je sais par rapport à la foi, à Takva et tout. Mais effectivement, Zeugung, c'est une sorte de témoignage, donc en retournant au grec, il nous faut parler de martyr. On a parlé de manière superficielle, sociologique, des enfants, observation. Et le mot observation a un autre sens religieux, c'est-à-dire observer les règles religieuses, être tout simplement religieux. En France, quand on demande à quelqu'un, c'est une bizarre expression consacrée, est-ce que vous êtes religieux? Il dit que, en général, non, je ne suis pas religieux, je ne suis pas trop religieux, je ne suis plus religieux, etc. Donc le mot religieux s'use en français actuel, non pas au sens de clergé, mais au sens de avoir foi, garder la foi ou vivant sa foi. Vous voyez, on dit normalement, à ma connaissance, il fallait dire non, je ne suis pas croyant, je ne suis plus croyant,
ah oui, je suis croyant 100%, ou tout simplement, il faut dire, chacun a sa religion, chacun a sa foi, etc. Mais le mot religieux, bon, pourquoi je parle ça, cette différence de Übersetzung, la traductibilité, qui révèle toujours quelque chose, ou bien en moins, ou en plus, jamais une exacte traductibilité. Célèbre mot italien, italiano, trahison et traduction. Alors, dans la Besoldung, on a travaillé presque tout avant, bien sûr, moi, monsieur, les messieurs, bon, je veux dire, le titre de son livre, paru chez Galilée, Parole d'honneur. Donc, André Garcia Duttmann, qui a travaillé sur la notion de Besoldung et sa signification en judaïsme et sa signification nouvelle avec la révélation christique, etc. Très important comme travail minutieux. Et chez Derrida, dans ses cours, et à partir, je crois que lui, il a fait ses cours déjà dans les années 75 aux États-Unis, parce qu'il y a des photos là, il cite, il écrit les vers de Paul Celan en disant que personne n'est témoin de personne, donc question de témoignage que j'ai assisté dans le boulevard Raspail, mais c'était des cours tardifs, relativement tardifs, donc il était dans la fête depuis très tôt, Jacques Derrida. Alors, Hubert, et je n'ai jamais entendu, peut-être que j'étais aveugle, ni parlé, ni vu, ni entendu de Überzeugung. Et le mot Uber, si on retraduit en grec, ça serait quelque chose comme ça, hyper-martyr. Qu'est-ce que ça veut dire hyper-martyr? Je ne suis pas héros, je n'aime pas hyper-martyr. Voilà, quand on dit super-héros, effectivement, le cinéma américain, des trucs, des titres récents que j'ai aperçus quelques jours avant, c'était Acolyte. Voilà. Tout est maintenant travaillé par Hollywood. Nos chers mots que nous analysons, accompagnement, à coup de ton, guide, etc. Mais tout se passe dans l'espace. En Hollywood, la grande différence, ils essayent de penser l'espace de manière anthropomorphique. Bon, passons, je n'ai pas vu le film, mais tous les films qui portent ce genre de titres grecs qu'ils ont, comme Agamemnon et tout, ça, ce sont des... ce sont ou bien des produits d'une grande raison supérieure, en turc on dit ça, ustakıl, raison supérieure, c'est pas raison pure, c'est la famille Rothschild, quelque chose comme ça, donc des décideurs, donc manipulation des propagandes, des grandes... bon. Vous savez déjà la question. Donc, ouais, non pas Raymond, mais notre pauvre Bertrand Russell faisait en partie, donc un philosophe moyennement Oxford ou Cambridge,
donc à la merci des forces de guerre froide. Donc toute la peinture abstraite américaine que j'ai défendue depuis toujours, Pollock, de Koenig, etc. Là, ils sont tous accusés de cette propagande de macartisme, des choses comme ça, que je n'ai jamais pris au sérieux. Retournons à notre question de Huber. Donc, Hyper Martius. S'il y a Huber, comme disait Kant, la loi, en parlant de la loi morale, ça ne sera jamais concernant la suprasensible ni hypophysique ni hyperphysique, des choses comme ça. Il faisait une liste des sciences régionales qui sont tous morts-nés ou qui sont toujours vivants, mais des appellations bizarres. Au moins Hegel parlait de sciences bizarres pour critiquer de fond en comble. C'est phrénologie et, bon, j'ai oublié l'autre, phrénologie, donc la science de crâne, donc racialisme. Le pire des sciences en ce qui concerne études de caractère et de psyché. Et bien sûr, soit ratio cognoscendi, soit ratio essendi de Geist. Alors là, vous savez, mon théorie de transcender, se transcender, tout en étant en retrait. Voilà, je comprendrais en toute vitesse Hypermartyr ou Zölgung comme quelque chose qui se transcende, englobe en une forme de foi quelqu'un, une entité, un Dasein, tout en étant là, et serait en retrait, et donc en deçà du là ou de da, et en se transcendant tout en restant le même identique et inapparent, sa différence restant inaperçue, donc tout à fait dans la logique polynéenne de Crésis, appelle la condition d'entendre, d'avoir entendu l'appel qui nécessite un certain retrait. C'est tout à fait l'analyse existentielle de Sein und Zeit de Heidegger, qui suit, à mon avis, et qui explicite, sans donner le nom, bien sûr, de Saint Paul, comme beaucoup de gens, soit qui connaissent Saint Paul, soit qui connaissent la formule magique. Il est célèbre. Il est aussi incompréhensible, ce petit juif, non pas travesti, mais converti, devenu Paul. Ce Saül, notre père Saül, qui a marqué quand même des siècles, et à tout ce qui est réceptif, au sens de et au sens de Hyperzeugung, c'est-à-dire c'est moi qui va témoigner parce que les autres sont tous morts ou en lassitude totale et qu'ils sont entrés dans le circuit du capitalisme, donc le marché, et ils n'ont plus le droit de parler en langue humaine et en langue. Donc en mélangeant toutes les langues, hein, bien sûr les comparant, et dans une possibilité de
Übersetzung, c'est-à-dire traductibilité, qui soit malgré nous, malgré le traducteur, malgré tout son effort et son marge limite de vocabulaire lexique et, disons, gymnastique intellectuelle ou conceptuelle, son bagage qui se risque toujours un traducteur, hein. Je parle comme métier ou comme amateur, ce qui revient au même. Parfois c'est très différent selon la rémunération et la demande, c'est-à-dire exigence imposée, inculquée. Vous voyez, c'est le marché d'édition et il y a des gens, un public qui veut entendre certaines choses qui se passe dans le film hollywoodien et concerne toujours l'espace et l'au-delà, l'au-delà maintenant devenu Mars et des autres galaxies et tout. Et nous apportons notre poubelle, garbage, ordure et tout lexique incompris et gardé comme héritage avec les étymons acculotons et acolytes fait partie à l'espace, c'est-à-dire à notre Odyssée. Voilà notre Odyssée. Il y a des gens très intelligents, bien sûr, Spielberg en Hollywood, c'est Ömer, le peintre turc Ömer, m'a envoyé à Hollywood en disant que tout est négligé, dépensé, tout est corrompu en Europe. Va vite aux États-Unis. Tu ne peux pas vivre ici. Alors, voyons, je suis honoré et il m'avait conseillé de lire un romancier que je n'ai pas pu entrer là-dedans, mais je vais essayer lire. D'ailleurs, voilà, il ne faut pas oublier ce qu'on a oublié et oubli se garde en forme d'oubli. C'est important. Un deuxième oubli très marquant dans ma vie, c'est René Scher, après une petite exposition de ma part de quelque chose, il m'avait conseillé de lire absolument un petit conte de Balzac. Mais c'était quoi? J'ai fait un film à Paris intitulé Trompe la mort et on m'avait dit que ce que tu as fait comme film, tu as donné le titre, c'est le titre d'un conte de Balzac, Trompe la mort. Et je n'ai pas eu l'occasion de lire, mais voilà, c'est Hélène Villacovitch qui l'avait dit, et René Scher, il avait dit que puisque tu t'intéresses à la survivance et des choses éparses, bricolage, éclectique et fragmentarité ou inconsistance, ou voilà. Pour tout ça, il y a un conte de ceci, soit de Balzac, soit de Flaubert. Et c'était Cabinet d'un antiquaire, je crois, le titre de cette conte que René Scher m'avait conseillé. Voilà, cabinet de quelque chose. Et non, pas du tout cabinet de Dr Caligari, mais cabinet d'antiquaire. Ça, j'adore, hein. C'est mon domaine, c'est un dépassé. À Paris, j'ai fait un film, j'ai perdu mon âme dans une brocante.
qui tourne autour des miroirs égaux, donc stade d'un miroir lacanien soi-disant, mais un passé immémorial et des Abstattungen de toutes les époques qui se passaient dans le jardin de Luxembourg. D'ailleurs, ce film est dans une brocante véritable et toujours dans ma vie, j'ai fréquenté les brocantes et vous connaissez encore mieux que moi-même. C'est-à-dire que avant, les choses, avant que devienne un objet de brocante, moi je le découvre, je le garde, je suis fétichiste, je suis objet partiel et je trouve dans l'inanimé ce qui sera la trace d'une vie autrui, une vie avant, donc fossile, trace biologique et qui donne lieu à une herméneutique et visuellement captif, et ça se passe dans un éclair du temps, parfois avec souci et d'une manière différée, donc on comprend après coup, l'image ne se donne pas tout de suite, mais ça s'impose d'emblée et de première vue, dont la signification est en retrait et ça se dévoile avec le temps ou avec le montage, c'est-à-dire avec l'interférence des autres images que j'appellerais sous détermination dans un film. C'est pour ça que j'ai accepté comme forme d'art le film, par une simple raison qu'il y a une possibilité de phrasé poétique, phrasé discursif et une séquentialité qui fait qu'il y a une historicité, une continuité, discontinuité, il y a un retour en arrière, donc une rétention, et il y a une avancée, la lecture dans le présent qui fait là ce fameux protension, et donc toutes les exigences d'une contraction du temps au sens conscience intime du temps, et cette fois-ci renversé, il est à la fois intime, donc fiction autobiographique, qui se fait comme œuvre en progrès, à la fois quelque chose impersonnel, archétypal, qui est prolongeable à l'infini comme série. Voilà tout le résumé de mon travail depuis des années, surtout à partir de certaines manifestations qui est faite par moi. C'est tout devrait être sur YouTube, mais je ne peux donner que la date approximative entre 2016 et 2017 que j'ai commencé à publier sur YouTube sur ce compte-là. Et tout est archivé, bien sûr, mais l'archive est toujours vivant à l'intérieur d'un moment mental. L'effectivité est toujours en dormition, c'est-à-dire en latente, c'est-à-dire en retrait. Alors, je ne vois d'autres formes de formaliser über Zeugung, qui est intimement lié à la Übersetzung Zeuge aurait dit Zeuge, instrument, ustensile, outil, donc tout ce qui est de l'accessoire, d'où vient toute la théorie que j'ai développée à partir de Warburg, pardon, concernant Beiwerk, c'est-à-dire Kalbaitung, qui nous renvoie non pas, on est toujours chez Descartes, mais vous voyez, en extension, comme res.
extensa qui se rejoint à Res Cogitans dans mes travaux, qui ne fait pas une monisme, qui ne laisse pas une dualisme, et qui essaie de faire une synthèse de cette synthèse passif-actif en même temps. Tout est dit en langue philosophique et professionnelle pour ceux qui sont au courant de ces termes, mais inlassablement il faut répéter, il faut expliciter. Et c'est une bataille de quoi? Disons ça, ayons le courage et disons la vérité, Auseinandersetzung. Parce que j'apprends ce genre de procédé des autres auteurs aussi, et sans lesquels je serais d'emblée affiché comme fou, crazy. Il y en a beaucoup que j'ai connus à Paris surtout, ici dans le monde entier et ici, il se disparaît, et avant qu'il se disparaît, il devient clandestin, c'est-à-dire au loi, avant qu'il se montre comme figure Gestalt ou Darstellung, mais à Paris quand même, il y a eu des connaissances de ma part qui ont allé jusqu'à quelques points, là ils ont tombé. Ce qu'on appelle chute d'Icare. Peut-être, et il faut économiser de la vie et de la mort, de l'instinct de mort, ou plutôt de propulsion vers la mort. Oui, Dasein quelque chose comme ça, être à mort, vers la mort, au sens structurel, et ce qu'un Freud appellerait avec son lexique physiologiste encore peut-être, Trieb, pulsion de mort. Et pour ne pas dire l'instinct, quand il était très clair en disant que chez l'homme, les instincts fait le défaut, alors que chez les animaux et les plantes, ça fonctionne d'une manière homéostatique, c'est-à-dire autorégulation, que cher Aristote appelait spontanéité, je crois. Spondère, qui aura voulu dire répondre. Que Bergson connaît très bien la chose. Non pas question-réponse, mais action. Et action, c'est spondère, c'est réaction. Et donc on est dans le domaine de cybernétique, Kubernetes, quand on dit homéostatis, que Jean-François Lyotta connaissait bien quand même, et moi, dès que la lycée est terminée, j'étais quoi? Kubernetes, un spécialiste cybernétique, et qui veut dire celui qui sait gouverner, autogouvernance, et qui finit dans l'année 82 d'écrire se déclarer littérateur et en donnant un titre à ses écrits, les textes non, les textes de non-gouvernance, disons.
güdümsüz metinler. Voilà. Les textes qui n'ont pas de gouvernance. Adieu. Bientôt. Alors c'est par un jeu miroitique que l'homme s'affaisse. L'homme n'est pas omnipuissant, ni au-dessus des dieux, ni au-dessous. Mais l'homme est en évolution. Et l'homme, si on peut dire ça, l'homme somme en sommeil. Et la nature, c'est nature. L'homme se naturalise autrement. Et c'est la perversité des mots. Naturalisation, naturaliser. Effectivement, on domestique les plantes et les animaux, et on domestique les hommes et les femmes à la maison, en ville, en état. Et sophisticated lady, c'est un symptôme de domesticated lady. Alors, l'homme s'efface au sens où l'homme se diminue et entre il en donne une façade échangeable, substituable, imitable, communicable, et un bel visage, son la passagère. L'homme passe. C'est une citation nietzschéenne très connue. Et sur Rome, über menschlich. On ne sait pas ce que c'est, mais l'espace s'espace, le temps c'est un port. Et l'homme découvre l'espace en s'espaçant et en prenant des rides. Et l'homme, parfois comme les oiseaux, les rossignols, est capable de musique. Musica. Dans une certaine mesure, un sens, comme il n'a pas d'instinct spontanément qui lui donnerait l'ordre, il devrait avoir un cadran de mesure des temps, de circularité, de variance et combinatoire, une as combinatoire, et une certaine descendance en déclinaison et une certaine ascendance qu'on appelle surmontée, dépassée. L'homme se trace et il ne laisse pas de sillon. C'est alors que un vol d'oiseau, sa parachute, une projection raccourcie sous la mer, instantanément disparaît. L'homme s'efface, l'homme s'annihile dans son concept pour ne pas laisser de traces par peur d'être accaparé, saisi par la justice. L'homme n'est pas juste, mais l'homme a cette capacité d'être juste, injuste. Et c'est la preuve que l'humanité, par les guerres sporadiques, ne se sont pas encore exténuées.
quel optimisme aura-t-on? Mais aujourd'hui, bon, c'est pas un bon exemple. Mon exemple, c'est-à-dire moyenne, frappé d'une malheur suite à une crise cardiaque matinale allant à la recherche à la fois de son archive muette et à la fois de ces espèces en liquide à la recherche oubliées sur, non pas escalade, mais sur étagère qu'on nomme, bien sûr, encore stèle, comme Gestel, Stellung, un positionnement positionné et déposé à l'envers, posé, oublié, par mnémosine, rappelé, par voisinage en approximatif et en communication qu'on dit le saucus local et non pas global et non pas capitalistique, basé sur la jouissance et éphéméride, ce qu'on appellerait une dépense gratuite et non pas, pas du tout ce qu'on a appelé un moment acte gratuit, mais grâce, gratuité de la grâce donnée par face à face et au tout de l'impasse qui se dépasse sur la surface et se dissémine comme la bonté neutre. Neutre veut dire être en retrait, indifférence, indistinction imperceptible, ce qui revient à Takva, qu'on appellera globe. Venons à cet état supérieur de Besoldung, c'est-à-dire un aveuglement génératif, Überzeugung, qui aura à dire un registre, un niveau, à mon avis supérieur ou inférieur, ça m'est égal, Überzeugung. Überzeugung, c'est être un témoin ici-bas et dire, se taire, faire, non pas pour sauver le jour, comme dans l'exemple de petit marchand, enfin, le marchand dans la métaphysique de Kant, on dit des bêtises sur Kant, en tout cas en fait, les poètes peuvent faire certaines réversibilités qui revient au même, et le même, c'est d'emblée. Ce qui existe d'emblée, c'est le même. Même été, devant lequel on a l'horreur au sens de Courbet dans son autoportrait, un peu fin mais picturalement réussi, qui répète bien sûr Méduse, en tant qu'homme cette fois-ci, Méduse imaginée comme femme, avec les cheveux serpentés, et cette structure de sculpture mobile que je possède comme plusieurs connaisseurs,
d'une table mouvementée kinétique, une sculpture kinétique qui ne représente pas, mais qui est même l'effectivité même d'une orgie serpentine, c'est-à-dire le moyen de faire l'acte praxis sociale. Ceux qui connaissent la vie intime des serpents m'avaient compris, mais nous ne sommes pas des serpents, j'espère non, et nous sommes jetés de paradis, à mon avis, à cause d'une verre trouvée à l'intérieur d'une pomme dans le paradis, et l'homme n'était pas content que ce ver de terre à l'intérieur de la pomme se mouvementait. Bon, c'est la négativité. Et dans son somnum de narration très réussi, très lucide, très transparent, en toute langue, et en dansant, etc. Mais danse, serpentine, on veut dire communautaire. Et ceci s'appelle fragment, cadence, rythme, circulation, comment on appelle, non pas cartographie de la ville, topographie de la ville, ou toponymie, ou paléonomie, tout est compris, tout à fait, la vie urbaine, tout à fait. Pourquoi on accepterait venir tout le monde, tout genre, toute espèce, aux villes qu'on appelle maintenant métropole, qui existait depuis Babel, c'est le métropole, Babel. Pourquoi pas ensuite Damas, Bagdad, Alexandrie, Rome et Constantinople. Bien sûr, Andalousie. Et Paris, en quelque façon, régionalement, Berlin, pourquoi pas, Vienne et Moscou, etc. À Tokyo, Pékin. C'est plus compliqué. Inde, Calcutta. C'est étonnant, inexplicable, Johannesburg, qui garde dans le grand tronc, en fait, qui mérite une naissance, une révélation quatrième degré, au centre d'Alain. Robert. C'est-à-dire dans les écoles ou dans la vie mondaine, on apprend des mensonges de 3e degré, 4e degré, 5e degré, 6e degré. C'est la surdétermination mensongère qu'on appellerait. Soit hypothétique, on dit « Ah, non, amen, prenons ça, mettons que ça, et recevons cela comme cela, et ceci et cela, mon sang et mon cœur. » Voilà, transformation, c'est-à-dire d'une part transformation et d'autre part transubstantiation christique et concluant et annonçant, à la fois informant et prenant acte. Philosophie rapide devrait être comme ça, exactement comme l'acte christique ou n'importe quelle prophétie. Prenant acte
de la chose et en être le symptôme et le pharmacon dangereux, c'est-à-dire un remède qui aurait une conséquence nocive et poisonneuse. Tout est compris, tout est raconté. Plan d'immanence et la transcendance, tout maintenant en s'imbriquant dans un broglio, et babélisation et la grande ville urbaine comme modèle. Vous avez compris, schéma, déduction, exemplification en singularité. Retour au concept et dire l'essence. De combien de façons peut-on dire, c'est-à-dire prononcer sous son sujet, l'être ou dire. C'est une réponse à une question d'hier et conclusive. Là, effectivement, l'écriture est la différence. Même moi, je ne peux pas écrire mieux que ça. Single Barrel Select Tennessee Whiskey is the signature offering in our Jack Daniel's Single Barrel collection. The Single Barrel Select barrels are carefully chosen from the upper floors of our barrel houses, where the whiskey developed robustness of character, truth, more interaction with our handmade, toasted and charred American oak barrels. Bottled at 90 proof, this whiskey has subtle notes of caramel and spice, balanced with white fruit notes and sweet aromatics. Bon, c'est la chanson. Il faut composer ça. Ça convient à des mélodies de lanterne, latrin, pardon. Travaille à ton insu, creuse la terre, labore, que l'elliptique soit main et transcendance et soit en retrait, et toi tu fais la loi, tu es énerguéa et tu es en retrait, tu étais en retrait, tu te transcendes en langue humaine, seulement en langue humaine, non pas en tes langues. En aphésie circonstancielle, tu te me lisant en faire la même chose en écoutant le mur, non pas le plat. Stoff, Schlage, Bald and Bellwork, Werk, Treiber, pas venu, monnaie, et maintenant, trop tard, après tout, quand bien même, sauf que, à moins que, toujours subjugé,
Quel un subjonctif travail quotidien. Bélier en axe, ox, bélier, dromadaire, chameau, agneau, l'agneau. Bouc émissaire. Montagne, le désert. Sahara. Chamamat, excommunication, exil, Cicéron. Voyage avec un seul chameau, avec un tuque et un rapichon. Voilà une histoire de petite mesnérie. Interminable, incessable, indéfinissable, indéfiniment, inlassablement. Schlag, Knabe, Zollung, Übersetzung, Soll, Gen, so, Gen. Dédicacé par le père Sigismund. Si, Knabe, Besäugung, Übersetzung, Schlag. En argument, c'est simple. Sans angéologie et généalogie et émigration des divinités petites de la Mésopotamie vers le Caucasie et par une arc-en-ciel raconte les voyages et Homéros, soit quel que soit Homéros, c'est-à-dire les tribus que dispersent et rencontrent et tombent dans le même puits qu'on appelle le creux. De connaître, non pas de connaître d'Ibn Arabi, mais dans une obrouk, en turc veut dire une grande creux abyssale dans la terre creusée, non pas par la main de l'eau, mais la terre qui s'abîme sans vagination, un moment de sans vagination vers le couche source de magma en incandescence où tous les eaux sont absorbées par le magma.